Bonjour, mesdames et messieurs. Au nom de toute l'équipe de l'Aspect du Haut-Richelieu, je vous souhaite la bienvenue à notre grand rendez-vous artistique d'Homère à Rose la Tulipe, l'art du conte, une conférence livrée par Stéphanie Beneteau qui aura comme invité le conteur Michel Faubert que nous avons reçu avec grand plaisir à plusieurs reprises à l'Aspect du Haut-Richelieu. Notre conférencière, Stéphanie Beneteau, est aussi conteuse et elle se produit en français et en anglais au Québec, au Canada et à l'étranger. Elle a donné de nombreuses formations sur le conte. Elle a participé au livre L'art du conte en 10 leçons, édité par Planète Rebelle, et elle dirige le très bon Festival interculturel du conte de Montréal. Stéphanie Beneteau a aussi reçu le prix Jocelyn Bérubé pour sa contribution au milieu du conte québécois. Michel Faubert n'a pas vraiment besoin de présentation, mais rappelons tout simplement qu'il est né en Montérégie, nous en sommes très flattés, qu'il est auteur, chanteur, conteur et metteur en scène, qu'il est réputé pour ses collectes et ses adaptations contemporaines de complaintes légendaires et de contes merveilleux, qu'il est membre fondateur des Charbonniers de l'Enfer et qu'il a, entre autres, fait partie de l'aventure 12 hommes rapaillés chante Gaston Miron. Il a 7 albums et 2 livres à son actif, dont une anthologie intitulée Contes, parue aux éditions Planète Rebelle. Nous sommes très heureux qu'il participe à notre première conférence sur le conte. L'an dernier, à l'Aspect du Haut-Richelieu, nous avons créé une nouvelle série que nous avons nommée L'art de la parole. Notre désir, c'est de vous permettre de découvrir les arts de la parole, dont le conte. Nous vous présentons cette année 5 contes, dont La ruée vers l'autre de la conteuse Mafane, qui sera d'ailleurs présentée le 28 janvier prochain à 20h en web diffusion. Vous trouverez donc tous les détails sur le site de l'Aspect du Haut-Richelieu. Revenons maintenant, mesdames et messieurs, à notre rendez-vous premier, soit la conférence d'Homère à Rose la Tulipe, l'art du conte. Et je cède avec grand plaisir la parole à Stéphanie Beneteau. Bonjour et merci d'être là. J'aurais préféré vous voir en personne, mais je dois vous imaginer. Peut-être êtes-vous sur un divan collé à votre amoureux ou votre amoureuse. Peut-être avez-vous votre chat sur vos genoux ou votre chien. Peut-être êtes-vous sur un petit téléphone cellulaire ou sur un grand écran, mais où que vous soyez, je suis contente que vous ayez décidé de venir passer votre dimanche après-midi avec moi, avec Michel et avec l'art du conte. Car je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'art du conte. Cet art si peu connu dans sa pratique contemporaine, mais si ancien et si important, un des plus vieux arts du monde. D'ailleurs, le conte a été le précurseur de beaucoup d'arts plus contemporains. Le ballet, l'opéra, la littérature, le théâtre, tous prennent leur source dans le conte, et d'autres arts aussi qui sont des arts de la narration. Lorsque je dis le mot conte, si vous étiez là devant moi, je vous dirais, dites-moi, à quoi pensez-vous? Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit si moi je dis le mot conte? Peut-être direz-vous La Belle au bois dormant ou Le Petit Chaperon rouge, les contes de Disney. Peut-être imaginerez-vous l'heure du conte dans une bibliothécaire qui lit des albums jeunesse à des jeunes enfants. Peut-être vous voyez Fred Pellerin, un de nos plus célèbres conteurs québécois. Ou peut-être êtes-vous une aficionado du conte et que vous pourriez même me nommer un grand nombre de conteurs et de conteuses québécoises contemporains. Mais pour beaucoup de personnes, lorsqu'on dit le mot conte, tout de suite, ce que ça évoque chez nous, c'est un récit imaginaire, peut-être un peu à l'eau de rose, peut-être un petit peu naïf, peut-être un petit peu enfantin. Alors moi, je suis ici aujourd'hui pour vous exposer à la diversité et à la richesse de l'art du conte, de ses manifestations anciennes à sa pratique plus contemporaine. Dans l'espoir de vous convertir à cet art que j'aime tant, car je suis une missionnaire du conte, en espérant que vous viendrez nombreux au spectacle de contes que l'Aspect vous offrira et que vous viendrez aussi à d'autres événements contes, car c'est un art qui est bien vivant au Québec aujourd'hui. Alors, la première chose
lorsqu'on parle de conte, on dit qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le conte? On disait que ça nous fait penser à La Belle au bois dormant. On imagine les contes de Grimm. On imagine souvent un livre lorsqu'on parle de conte. Alors qu'au fait, le conte est à l'origine et encore aujourd'hui un art de l'oralité. Si on prend une grande ligne du temps de l'existence humaine, on peut dire depuis les hommes et les femmes des cavernes, il y a à peu près 100 000 ans. À peu près. Alors, si on regarde sur cette grande ligne du temps de 100 000 ans, l'écriture, la lecture et l'écriture n'existent que depuis un tout petit morceau de cette grande ligne du temps. Sur ces 100 000 années d'existence de l'humain tel que nous le connaissons aujourd'hui, l'écriture a été inventée il y a à peu près 5 000 ans. Vous, de l'aspect qui êtes des publics très, très érudits, vous savez probablement que ce sont les Sumériens qui ont inventé l'écriture. Donc, il y a à peu près 5 500 ans. Donc, pour la vaste majorité de l'humanité, l'écriture n'existait pas. Et l'invention de cette technologie a quand même changé beaucoup de choses. Même si l'écriture existe depuis 5000 ans, ça ne veut pas dire qu'elle était répandue. Pour, encore une fois, la vaste majorité de ces 5000 ans, la plupart des gens dans le monde ne savaient pas lire et écrire. Presque tout le monde était analphabète jusqu'au 20e siècle, avec avec l'arrivée des écoles publiques. Alors, si vous habitiez au Québec en 1850, probablement que vous seriez analphabète. Une majorité de Québécois et de Québécoises en 1850 étaient analphabètes. Mais est-ce qu'ils avaient des contes? Est-ce qu'ils avaient des histoires? Bien sûr. Ils avaient une très riche gamme d'histoires. Il y avait bien sûr des récits de vie, l'histoire de leur grand-père qui était parti à la guerre ou l'histoire de quelqu'un dans leur famille qui était parti à la chasse et qui n'était pas revenu. Et puis, il y avait aussi les histoires religieuses qu'ils entendaient à l'Église, que les prêtres qui, eux, savaient lire, pouvaient leur raconter, les histoires des saints, les histoires de Jésus. Et puis, il y avait, bien sûr, les récits, les légendes, les contes traditionnels du Québec. Où entendaient-ils ces contes-là? De leurs parents? De leurs grands-parents? Et les grands-parents les avaient entendus d'où? De leurs grands-parents. Et leurs grands-parents les avaient entendus d'où? De leurs grands-parents. Il y avait donc une tradition orale très vivante, une série de contes, de légendes, mais même de complaintes, de chansons, de blagues, de rimes et même de recettes qui venaient d'une tradition orale et qui étaient ainsi transmises de génération en génération. Et il y a encore des grands récits aujourd'hui qui ont 1000, 2000, 3000 ans et qui ont été transmis oralement pendant très, très, très longtemps avant d'être écrits. Et qu'est-ce qui caractérise cette transmission orale? Si moi, je prends un livre et que je le lis à quelqu'un qui est à côté de moi, qui le lit ensuite à quelqu'un, qui le lit à quelqu'un, qui le lit à quelqu'un, l'histoire restera toujours la même parce qu'elle est écrite. Shakespeare, Molière, à chaque fois qu'une nouvelle génération les lit, ce texte ne change pas parce qu'il est écrit. Mais si moi je raconte une histoire à quelqu'un à ma gauche et que cette personne la raconte au caméraman, qui la raconte à celui qui prend le son, qui le raconte à celle qui nous apporte à manger, eh bien, de personne en personne, cette histoire, elle va changer. Et le temps qu'on arrive même déjà à la 5e ou la 6e personne, l'histoire sera déjà différente. Surtout si elle a passé, par exemple, par Michel Faubert, qui aura filtré l'histoire à travers sa sensibilité d'artiste, sa sensibilité de conteur. Et l'histoire, non seulement sera-t-elle changée, mais peut-être sera-t-elle meilleure au fur et à mesure qu'elle aura été transmise de personne en personne, de génération en génération, et aussi de pays en pays et de culture en culture. Parce que les contes sont des grands, grands voyageurs. On prend par exemple un conteur marocain, même pas un conteur, un homme qui décide de traverser la Méditerranée et qui arrive en France et qui a un conte dans lequel il y a du couscous puis des merguez et qui raconte l'histoire.
Et peut-être que son voisin l'entendra et la racontera à nouveau et la racontera ainsi de suite. Et bientôt, cette histoire-là, eh bien, ce seront peut-être des saucisses lyonnaises et puis un gratin dauphinois au lieu d'être un couscous et des merguez. Et peut-être que cette histoire-là, elle embarquera sur un bateau avec un colon français et puis elle arrivera au Québec. Et peut-être que cette même histoire, eh bien, maintenant, ce seront des fèves au lard et des patates pilées. Mais l'histoire, elle reste la même dans son essence, dans sa structure. Mais de personne en personne, de culture en culture, elle voyage et elle se transforme. Ainsi, j'aimerais vous donner un exemple de cela. Un exemple d'une histoire qui est très, très célèbre, que vous connaissez tous et toutes. Lorsque je vous la raconte aujourd'hui, vous allez la reconnaître. Mais vous n'allez peut-être pas la reconnaître tout de suite. Vous allez peut-être la reconnaître vers la moitié de l'histoire. Parce que c'est une histoire très connue, très célèbre, mais dans une autre version. Dans une version Mi'kmaq, d'une histoire que peut-être vous connaissez plus dans une version européenne ou même américaine. Et si je me permets de raconter aujourd'hui une histoire Mi'kmaq, c'est parce que cette histoire-là, cette version-là, est probablement née d'une histoire européenne qui aurait traversé l'Atlantique et qui aurait été reprise par la culture Mi'kmaq. Et dans cette version-ci, l'histoire s'appelle « Le garçon invisible ». Je vais vous la raconter et ensuite, nous allons en parler. Il était une fois un garçon qui était invisible, comme le vent. Quand il était bébé, sa mère ne pouvait le trouver qu'en tâtonnant dans la direction de ses cris. Si elle l'enveloppait dans une couverture, la couverture disparaissait. Et si elle mettait des vêtements sur lui, les vêtements aussi devenaient invisibles. Lorsque le garçon est devenu un homme et qu'il a pu aller chasser avec les autres hommes et tenir sa première lance, la lance a disparu entre ses mains. Ainsi, à un très jeune âge, il est devenu grand chasseur parce qu'il pouvait s'approcher de l'animal le plus féroce, le plus dangereux, et le tuer sans même que l'animal sache qui ou quoi était à côté de lui. Il est devenu aussi grand guerrier. Vous pouvez vous imaginer. Il pouvait traverser le village de l'ennemi en plein jour, sans être aperçu. Quelques années après sa naissance, ses parents ont eu un autre enfant, une petite fille. Et à leur grande surprise, ils ont découvert, lorsqu'elle a grandi, que de tous les gens au village, c'était la seule qui pouvait vraiment voir son frère. Les deux enfants ont grandi ensemble. Et lorsque leurs parents sont morts, ils ont construit un wigwam à l'extérieur du village, à côté d'un lac. Et c'est là où vivaient le frère et la sœur. Il y avait dans ce village beaucoup de jeunes filles qui n'étaient pas mariées. Et toutes voulaient se marier avec le garçon invisible. Mais pensez-y, la femme d'un grand chasseur, elle n'aurait jamais faim. La femme d'un grand guerrier n'aurait jamais peur. Le problème, c'était la sœur. Il n'y a aucune fille qui va se marier avec mon frère à moins de pouvoir le voir. Alors, tous les après-midi, les jeunes filles du village attendaient à l'extérieur du wigwam du garçon invisible que les hommes reviennent de la chasse, espérant que peut-être aujourd'hui serait la journée que l'une d'entre elles le verrait et deviendrait son épouse. Dès que les hommes sortaient de la forêt, la sœur disait « Mais voilà mon frère, mais ne le voyez-vous pas? Mais il marche à côté des autres hommes, je ne comprends pas que personne ne le voie. » Un très petit nombre de jeunes filles avouaient qu'elles ne voyaient rien du tout. Mais la plupart des filles disaient « Ah oui, je le vois, et c'est le plus beau garçon de tout le village. » Et qu'est-ce qu'il porte,
demandait la sœur. Peux-tu me dire ce qu'il porte? Les filles tombaient toujours dans son piège. Certaines disaient qu'il portait les mêmes vêtements que les autres garçons du village, seulement plus beaux, plus riches. D'autres disaient qu'il portait des fourrures d'animaux étranges qu'il avait chassés. Ou, si elles étaient très coquines, elles disaient qu'il était tout nu, qu'il n'avait rien du tout. Ou même qu'il portait des cornes sur la tête. Mais quoi qu'elles disent, la sœur savait qu'elle ne le voyait pas. Et elle les renvoyait à la maison. Il y avait dans ce village un veuf qui avait 3 filles. Les 2 plus grandes maltraitaient la plus jeune. Elle la battait, elle l'insultait, elle lui faisait faire tout le travail. Et des fois, elle brûlait même son visage exprès. Lorsque le soir, en revenant, le père demandait pourquoi sa plus jeune avait encore une autre cicatrice, une autre marque sur le visage. Les 2 sœurs répondaient, « Père, c'est pas de notre faute. Elle est un fardeau pour nous. On essaye de la protéger, mais elle tombe dans le feu, elle s'enfarge dans les arbres. » Et la jeune fille, elle restait dans un coin, elle ne disait rien, parce qu'elle avait peur de ses sœurs. Cette jeune fille avait un nom. Bien sûr que sa mère lui avait donné un nom lorsqu'elle était née, mais personne ne s'en souvenait. Tout le monde l'appelait Uchigeasqua, ce qui signifie la fille qui est couverte de cicatrices. Ces 2 sœurs étaient allées toutes les 2 au wigwam du garçon invisible. Quand elles sont revenues, Uchigeasqua leur a dit, « Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce qu'il était très beau? » Certainement, on l'a vu. On l'a vu, il était tellement laid qu'on a refusé de l'épouser, puis on est revenu à la maison. Il était même plus laid que toi. Et parce qu'elles n'avaient rien de mieux à faire. Elles ont commencé à couper les cheveux d'Uchigeasqua et les jeter dans le feu. Et bientôt, elles riaient tellement à leur jeu cruel qu'elles ont complètement oublié le garçon invisible. Mais pas Uchigeasqua. Le lendemain, lorsque ses sœurs et son père avaient quitté le wigwam, elle a cherché quelque chose à porter parce qu'elle n'avait que des haillons. Elle n'a rien trouvé. Alors elle est allée dehors et le premier arbre qu'elle a vu, c'était un bouleau, l'arbre préféré de sa mère. Et en regardant ce bouleau, elle a une idée. Elle a pris un morceau d'écorce de bouleau, puis elle s'est faite une espèce de robe avec ça, parce qu'elle n'avait rien d'autre. Et ça la faisait penser à sa mère. Et puis elle a mis les vieux mocassins de son père, qui étaient trop grands, qui étaient pleins de trous. Et elle a traversé le village. Quand les gens du village l'ont vue, habillée comme une folle, ils ont ri, ils ont commencé à lui courir après. Et les enfants jetaient des cailloux et chantaient des chansons méchantes. Ils auraient ri encore plus s'ils avaient su où elle allait. Lorsqu'elle est arrivée au wigwam du garçon invisible, la sœur est sortie. Elle a dit, « Ah, Uchigeasqua, tu voudrais voir mon frère, comme toutes les autres filles du village. Mais es-tu bien certaine que tu voudrais que mon frère te voie, habillée comme une folle, pas de cheveux, couverte de cicatrices? Penses-tu vraiment que mon frère pourrait t'aimer? » Uchigeasqua a dit, « Je vais m'en aller si tu me dis de m'en aller. Mais j'aurais bien aimé essayer de le voir juste une fois. Parce que des fois, je vois des choses que les autres filles ne voient pas. » « D'accord, » a dit la sœur. Elle l'a prise par la main, puis elle l'a emmenée dans le wigwam. Et là, elle a fait chauffer de l'eau sur le feu. Et puis très doucement, elle a lavé le visage et les mains d'Uchigeasqua. Et sous son toucher, toutes les cicatrices d'Uchigeasqua ont disparu, comme par magie, laissant sa peau douce et lisse. Et puis, la sœur lui a donné une tunique de fourrure blanche, très, très chaude, très, très épaisse.
Uchigaskwa n'avait jamais rien porté d'aussi beau. Elle a pris un peigne pour lui peigner les cheveux lorsqu'Uchigaskwa a dit « Pourquoi tu te moques de moi? Tu vois bien que je n'ai pas de cheveux. Mes sœurs ont tout coupé. » Chut, a dit la sœur. Et puis elle a commencé à peigner. Et sous son peigne, les cheveux d'Uchigaskwa ont poussé noirs, épais et luisants jusqu'à sa taille. « Viens, dit la sœur, il est temps que les hommes reviennent de la chasse. » Tout de suite, les deux filles sont sorties et la sœur a dit « Mais voilà mon frère Uchigaskwa, mais ne le vois-tu pas? Il marche à côté du lac. Je ne comprends pas que personne ne le voit. » Uchigaskwa s'est tourné. « Je le vois. Je le vois vraiment. »« Et qu'est-ce qu'il porte? » a dit la sœur. Toutes les filles disent qu'elles le voient. Qu'est-ce qu'il porte? On dirait qu'il porte une tunique coupée de l'arc-en-ciel et ça brille à la lumière. La sœur s'est éloignée et le garçon invisible s'est approché. Puis il a pris les deux mains d'Uchigaskwa dans les siennes. Il a souri. Il a dit « Je suis tellement content que finalement, une fille m'ait trouvée. Je pensais que je devrais vivre avec ma sœur pour le reste de ma vie. » À partir de ce moment-là, Uchigaskwa a vécu avec le garçon invisible et sa sœur dans leur wigwam et ils étaient très heureux ensemble. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux deux méchantes filles? Certains racontent qu'elles étaient tellement jalouses, tellement furieuses quand elles ont appris ce qui s'était passé, qu'elles se sont battues l'une avec l'autre et qu'elles se sont entretuées. Mais d'autres racontent que la sœur du garçon invisible a transformé l'une d'entre elles en moustique et l'autre en mouche noire. Et que c'est pour ça que nous avons des moustiques et des mouches noires dans nos forêts aujourd'hui. Et il ne faut pas penser que c'était par désir de vengeance, pas du tout. Car dans leur nouveau corps, les deux filles, elles pouvaient continuer à faire exactement ce qu'elles aimaient le mieux, ce qui était de tourmenter d'autres personnes. Alors vous voyez que tout le monde dans cette histoire a réellement vécu heureux jusqu'à la fin de leurs jours en ayant de nombreux enfants. Et ça, c'est la fin de l'histoire. J'aurais aimé vous avoir ici avec moi pour entendre le petit moment de silence qu'il y a des fois à la fin d'une histoire. Mais je vais essayer de l'imaginer et d'imaginer aussi qu'en écoutant cette histoire, vous avez reconnu une histoire très, très célèbre. Si j'étais ici, je vous dirais qui l'a reconnu, puis je vous verrais tous. Mais là, vous pouvez le dire à voix haute à votre chat, à votre chien ou à votre compagnon à côté de vous. C'est l'histoire de Cendrillon. Avez-vous reconnu l'histoire de Cendrillon? Dans l'histoire de Cendrillon, il y a une jeune fille qui est maltraitée par ses deux belles-sœurs. Dans ce cas-ci, ce sont vraiment ses sœurs. À la fin de l'histoire de Cendrillon, elle se marie avec le prince. Le prince, c'est le garçon invisible, l'homme convoité. Dans l'histoire de Cendrillon, il y a une fée marraine qui lui donne une belle robe, qui lui donne un carrosse. Dans cette version-ci, c'est la sœur du garçon invisible qui prend le rôle de la fée marraine. Ce qui est intéressant avec l'histoire de Cendrillon, c'est qu'elle existe dans littéralement des milliers et des milliers de versions à travers le monde. On pense peut-être qu'elle est née en Chine et qu'elle aurait traversé tout le continent asiatique, se rendant jusqu'en Europe, descendant jusqu'en Afrique et traversant même jusqu'en Amérique. Il y a une Cendrillon sénégalaise, il y a une Cendrillon thaïlandaise, il y a une Cendrillon allemande, il y a une Cendrillon chilienne, il y a une Cendrillon soudanaise, il y a une Cendrillon israélienne. Presque toutes les cultures du monde ont une version de cette histoire-là. Et encore aujourd'hui, elle continue d'être racontée dans toutes sortes de nouvelles versions. Et dans une très vieille et très cruelle version de l'histoire, une version allemande collectée par les frères Grimm. Savez-vous ce que
les méchantes sœurs font pour réussir à rentrer leurs pieds dans le soulier de verre, car vous vous souviendrez que dans la version de Cendrillon plus européenne, le prince prend le soulier que Cendrillon a échappé, puis il dit « Je vais me marier avec la fille dont le pied rentre dans ce soulier ». Toutes les filles essayent de rentrer leurs pieds, mais elles ont toutes le pied trop grand. Seul Cendrillon a un pied qui est assez petit pour entrer dedans. Et dans la version du garçon invisible que je viens de vous raconter, l'équivalent du soulier, c'est la capacité de voir le garçon invisible. Toutes les filles veulent le voir, mais seule Uchigasqua est capable de le voir. Cette épreuve, ce test qui fait partie de l'histoire, dans cette vieille version allemande des frères Grimm, eh bien, la belle-mère, elle donne une hache à sa fille aînée. Elle lui dit « Tranche tes orteils !» La fille aînée, elle prend la hache, tac, tac, elle se tranche les orteils. Elle réussit à rentrer le pied dans le soulier. Tout le monde dit « On a trouvé la princesse, on a trouvé la princesse !» Il la rentre dans un carrosse, il l'emmène jusqu'au palais, mais en passant à côté d'un arbre sous lequel la mère de Cendrillon est enterrée, deux oiseaux dans l'arbre se mettent à chanter. « Regardez le sang qui coule, regardez le sang qui coule. » Et le cocher se tourne et il voit le sang qui sort du carrosse. Il se dit « Non, ça ne peut pas être elle. » Il la ramène à la maison. La belle-mère donne une hache à la deuxième belle-fille. Elle lui dit « Tranche ton talon. » La fille, elle prend la hache, tac, tac, elle se tranche le talon. Elle réussit à rentrer ses pieds dans le soulier. Tout le monde dit « On a trouvé la princesse. » Il l'embarque dans le carrosse, il l'emmène. Les oiseaux chantent « Regardez le sang qui coule. » Et c'est comme ça qu'il trouve finalement Cendrillon. Et le supplice n'est pas fini pour les belles-sœurs, parce que lorsque Cendrillon se marie, elle les invite à l'église pour le mariage. Les deux filles, bras dessus, bras dessous, rentrent par les grandes portes de l'église qui s'ouvrent, mais des oiseaux qui se perchent sur leurs épaules, lorsqu'elles rentrent, leur crèvent l'œil droit. Et lorsque les filles se tournent pour sortir de l'église, les oiseaux leur crèvent l'œil gauche. Et c'est comme ça que finit la cruelle histoire de Cendrillon. Cette histoire-là, qui existe un petit peu partout, continue encore aujourd'hui à être racontée au cinéma. Peut-être vous avez vu la version, on pourrait dire, adolescente de Cendrillon, où est-ce que Cendrillon va dans un bal masqué, et puis elle s'enfuit, et le prince, le garçon de l'histoire, trouve son téléphone cellulaire. Et puis il dit, ben, la fille que j'ai rencontrée au bal masqué, eh bien, je saurai la reconnaître parce qu'elle connaîtra la playlist qui est sur son cellulaire. Encore une nouvelle version d'une très, 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 très ancienne histoire. L'histoire s'appelle, la conférence que je vais vous raconter aujourd'hui s'appelle « D'Homère à Rose la tulipe ». Alors, il va bien falloir que nous revenions à nos moutons. Si je vous ai parlé de Rose la tulipe, si je vous ai parlé de Cendrillon, c'est parce qu'au début, je vous ai dit qu'est-ce qui caractérise le conte. Et ce qui caractérise vraiment le conte plus que tout, c'est cette dimension d'oralité, cette dimension d'un récit qui se propage à travers la parole et qui change à travers les générations. Donc, un conte n'est pas écrit par quelqu'un, ce n'est pas une œuvre individuelle, c'est une œuvre collective. Donc, arrivons à Homère et l'Odyssée ou l'Iliade. J'aurais pu vous parler de beaucoup de grandes œuvres de la tradition orale. J'aurais pu vous parler du Kalevala en Finlande, qui est un grand récit épique qui a été transmis oralement pendant probablement des millénaires et qui a été collecté par un médecin qui allait de village en village éloigné en ski au 19e siècle et qui s'est rendu compte que dans les villages finlandais, il y avait encore des bardes qui connaissaient des longs morceaux de ce poème épique, le Kalevala. Ce médecin a collecté toutes les versions qu'il a entendues de tous les bardes qui vivaient dans ces villages éloignés et en a composé ce qui s'appelle aujourd'hui le Kalevala, mais qu'il n'a pas inventé, qu'il n'a pas écrit, qu'il a recueilli, qu'il a collecté. Je pourrais vous parler aussi de la Bible, parce que l'Ancien Testament, il était oral très longtemps avant d'être écrit. Même si aujourd'hui nous avons un livre, les récits de l'Ancien Testament étaient oraux pendant très longtemps. Pareil pour le Coran. Mais si je vous parle
de l'Odyssée et de l'Iliade, peut-être parce que c'est un peu plus proche de nous, la culture gréco-romaine fait un peu partie de notre culture, et aussi parce que souvent on pense que l'Iliade et l'Odyssée sont des œuvres écrites, alors qu'Homère, qui a vécu à peu près 700 ans avant Jésus-Christ, entre 700 et 800 ans, on ne sait pas vraiment, on ne sait même pas vraiment s'il a existé. On raconte qu'il a existé, mais nous n'avons aucune preuve de son existence. Tout ce que nous avons, c'est que nous avons ces récits, l'Odyssée et l'Iliade, qu'il a composés, si c'est vraiment lui, si c'est vraiment une seule personne qui les a composés, oralement, et qui ont été transmis pendant plusieurs centenaires avant d'être écrits, plus vers le 400 ans, 300 ans avant Jésus-Christ. Et Homère n'a pas inventé ces récits. Il n'a pas inventé le rapt d'Hélène, la guerre de Troie, les voyages d'Ulysse, la mort d'Achille. Ces récits existaient déjà dans sa tradition orale. Mais en passant à travers un grand poète, un grand conteur, elles sont devenues une grande œuvre de tradition orale qui était tellement belle que les gens ont voulu continuer à l'apprendre et à la transmettre. Ainsi, l'Odyssée et l'Iliade sont des exemples de contes. Même si, aujourd'hui, on les voit écrits dans des livres, on oublie que ce sont des contes. Laissons derrière nous l'Antiquité, traversons l'époque romaine, passons vite à travers le Moyen Âge, la Renaissance, l'âge des Lumières. Embarquons sur un bateau, traversons l'Atlantique et arrivons au Québec dans les années 1700. Les colons français qui sont venus au Québec étaient largement analphabètes. Mais avaient-ils des histoires? Bien sûr, ils sont venus avec leurs histoires de Bretagne, du Poitou, du Midi. Et ces histoires-là se sont mélangées avec les communautés autochtones avec qui ils ont été en contact, se sont mélangées avec les Irlandais, les Écossais qui sont venus eux aussi avec leurs propres histoires. Et éventuellement, un répertoire qu'on pourrait proprement dire québécois est né, qui, comme tous les répertoires, est né de métissage, est né du métissage de toutes les cultures assemblées à ce moment-là. Et dans ce répertoire traditionnel de contes québécois, il y a quelques contes qui sont célèbres. La chasse-galerie, que presque tout le monde connaît, l'histoire de ces hommes qui ont voulu aller passer le Nouvel An, la veille du Nouvel An avec leur blonde, qui ont fait un terrible pacte avec le diable pour embarquer sur un canot. Et Rose la tulipe. J'ai quand même de la suite dans mes idées. L'histoire de Rose la tulipe, la connaissez-vous? C'est une des plus célèbres histoires du folklore, de la tradition orale québécoise. C'est l'histoire de cette fille désobéissante, jolie, qui, un soir de carême, danse avec le diable. Le diable qui est arrivé en bel homme, bien habillé de la ville, qui réussit à la séduire. Et il danse après minuit. Tout le monde sait qu'il ne faut pas danser après minuit lors du carême. Donc le diable peut l'emporter jusqu'aux enfers. Dans certaines versions, il lui fait un baiser avant de partir et elle vieillit d'un coup de 50 ans et devient une vieille, vieille femme. Dans d'autres versions, elle est sauvée par son amoureux et par le prêtre qui vient avec de l'eau bénite et qui jette de l'eau bénite sur le diable. Tout le monde sait que le diable n'aime pas l'eau bénite. Comment mettre cette histoire dans le même titre que Homère? Comment imaginer que l'Odyssée et l'Iliade, des contes très célèbres, puissent être comparés à ce récit qui, d'un œil moderne, peut sembler être un récit charmant, un peu désuet, qui nous raconte les croyances de nos ancêtres, alors qu'ils étaient sous l'emprise de l'Église. Une histoire qui nous raconte qu'il ne faut pas trop fêter, qu'il ne faut pas avoir trop plaisir. Une histoire qui condamne probablement la sexualité féminine. Une histoire qui promet la punition aux gens qui n'obéiront pas aux édicts, aux règles de l'Église.
On pourrait voir Rose la tulipe comme une histoire comme cela. Mais l'histoire de Rose la tulipe est plus ancienne que cette version québécoise. Et si elle continue à être racontée de génération en génération, c'est qu'elle porte en elle des vérités humaines, des vérités qui sont universelles. Et c'est le travail de chaque nouveau conteur, de chaque nouvelle conteuse, de prendre cette histoire-là et de voir qu'est-ce qu'elle nous raconte encore aujourd'hui. Que pourrait représenter le diable en 2022? Le diable peut-il représenter l'alcoolisme, les addictions? Le diable pourrait-il représenter la violence conjugale? Pourrait-il représenter la cruauté qui peut se cacher sous une allure de bel homme? Est-ce que cette histoire-là pourrait encore dire quelque chose aujourd'hui en dépassant les édicts catholiques auxquels on ne croit plus? C'est le travail du conteur et de la conteuse. Si l'histoire meurt, c'est peut-être qu'elle ne nous parle plus, qu'elle n'a pas traversé l'épreuve du temps, qu'elle n'a pas suffisamment d'universalité pour survivre pour la prochaine génération. Mais si elle survit, c'est que le conteur, la conteuse et les publics qui l'écoutent ont réussi à voir qu'est-ce que l'histoire avait d'universel à l'intérieur de ses formes plus temporelles. Une version de Rose la tulipe que j'ai entendue il n'y a pas si longtemps, une version contemporaine, raconte l'histoire d'une jeune femme qui va danser. Elle sort à la discothèque, elle rencontre un jeune homme. Ils dansent toute la nuit. Aux petites heures du matin, elle le ramène chez elle et ils passent la nuit à faire l'amour. Quand elle se réveille, il est parti. Elle est surprise, elle va dans la salle de bain et elle voit qu'écrit sur le miroir de sa salle de bain, est-ce du rouge à lèvres ou est-ce du sang? Il y a un message. Bienvenue en enfer. La jeune femme ne comprend pas trop. Les mois passent. Elle tombe malade. Elle reçoit le diagnostic, le sida. Une version, une parmi 1000, d'une ancienne histoire qui a peut-être encore des vérités à nous raconter aujourd'hui. Nous arrivons finalement à Michel Faubert. Parce que le conteur Michel Faubert, c'est exactement ce qu'il fait lorsqu'il raconte une histoire. Il prend des histoires principalement du répertoire québécois. On va vérifier avec lui, parce qu'il a probablement quelques histoires qui ne sont pas que du répertoire québécois, mais je pense que principalement, il prend des histoires du répertoire québécois et il les raconte pour qu'on puisse y trouver encore aujourd'hui quelque chose qui nous parle, quelque chose qui nous inspire, qui va directement à notre humanité. Alors, j'ai invité Michel aujourd'hui qu'il vienne nous raconter une de ses grandes histoires. Il en a plusieurs à son répertoire, mais celle-là, c'est une de ses très grandes histoires, une histoire très ancienne et aussi contemporaine que possible. Alors, je vous invite à accueillir, messieurs, dames, de vos salons, en applaudissant, même si on ne vous entend pas, le magnifique, le très célèbre et très aimé Michel Faubert. Bonjour. Merci pour la merveilleuse invitation, Stéphanie. Un conte à la douce mémoire de Léon Collin, pêcheur et bûcheron gaspésien, collecté en 1950 par Carmen Roy, l'ethnologue, à Saint-Joachim de Tourelle, Sainte-Anne-des-Monts. Une histoire sans âge, une histoire en même temps vieille comme le monde. Pour vous dire qu'une fois, c'était un garçon puis une fille qui étaient beaux comme la lune puis le soleil ensemble par la main. Ils étaient frères et sœurs, puis ils vivaient sur une petite terre qui ne donnait pas grand-chose, avec leur vieille mère qui était veuve. Puis Joseph, lui, il s'occupait des rares animaux, puis du jardin, puis il était destiné à devenir un habitant, comme son défunt père. Marie, de son bord, elle priait son bon Dieu jour après jour. Sa mère, c'est pas qu'elle aimait pas ça, mais ça l'inquiétait un peu. Elle disait, « Marie, ma petite Marie, regarde ta vieille mère, là. Je suis malade, je ne serai pas tout le temps là pour m'occuper de toi.
qu'est-ce que tu aimerais avoir pour plus tard? Regarde, ton frère, lui, ben, il va avoir les bâtiments, puis il va devenir un habitant. Elle dit, moi, maman, moi, ce que j'aimerais le plus, là, ce qui me ferait le plus plaisir, ce serait d'avoir une petite cabane dans le bois, un genre de petit ermitage pour méditer à l'écart du monde. Pauvre petite fille. Tu veux rien de plus que ça? Non, 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 maman, une petite cabane, ça me ferait plaisir. Bien, tu l'auras. Pas plus tard que le lendemain matin, on a vu Joseph prendre le bord du bois, s'enfoncer dans la forêt, puis bâtir pour sa sœur Marie ce qu'on appelle un petit camp. Oh, pas le grand luxe, hein? Une cabane en bois rond avec une table, une chaise, un genre de petit lit de sapinage, puis de la vaisselle pour son ordinaire. Pas grand-chose que vous me direz. N'empêche que Marie s'est installée là-dedans comme une princesse dans un château, puis les oiseaux tourbillonnaient tout autour de sa cabane, il n'y avait rien de plus beau à voir. Et là, le temps passe. Puis dans les contes, le temps passe comme la rapidité de l'éclair. Puis là, dis pas qu'un beau jour, la vieille femme est étendue sur son lit, la maladie de la mort est en train de la ronger par en dedans, elle n'a plus pour bien, bien longtemps. Alors, elle appelle son garçon, elle dit, « Joseph, viens voir ta vieille mère avant qu'elle s'en aille. Veux-tu, tu vas me faire une promesse avant que je meure? » « Oh, maman, qui dit, « Demandez-moi n'importe quoi, vous savez bien que ça va être oui. » Elle dit, « Promets-moi que tu vas toujours prendre soin de ta sœur Marie qui est dans le bois. Que tu vas y apporter à manger dans sa cabane pour qu'elle manque de rien à tous les jours. Puis si ça peut t'aider à en prendre bien soin, évite donc de te marier. Ou bien donc, si tu te maries, bien, occupe-toi de ta sœur avant n'importe qui d'autre. » Bien, c'est quelque chose que vous me demandez là, ma mère. Mais inquiétez-vous pas. Oui, oui, je vous le jure. Puis là, elle est morte. Elle est morte, puis ce qui est dit, est dit. Quand c'est dit, c'est comme ça. Quand c'est comme ça, c'est le même, puis ça finit là. Alors, pas plus tard que le lendemain matin, on a vu Joseph remplir un sac de mangeaille, puis aller porter ça à sa sœur Marie dans le bois. Et il a raconté la mort de leur mère, puis ils ont bien pleuré dans les bras l'un de l'autre, les deux orphelins. Puis le jour d'après, puis le jour suivant, puis toujours le même petit manège, remplir son sac, puis aller porter ça à Marie à l'ermitage. Mais Joseph n'était pas du même caractère que Marie. Il n'était pas taillé dans le même bois, comme on dit. Lui, après ça, il passait par le village. Il aimait ça, la compagnie du monde. Ça fait qu'on le voyait souvent à l'hôtel en train de jouer aux cartes avec les gars. Et de plus en plus souvent, on l'apercevait même assis en face de l'église avec une femme. Toujours la même, la Rougette. Le comte, il ne connaît pas d'autre nom que ça, la Rougette. La Rougette, c'était une vieille fille, comme on disait. Elle n'était pas vieille. Elle n'était pas mariée. C'est pas qu'elle n'aimait pas les hommes. Elle aimait les hommes à s'en confesser. Mais elle n'avait pas trouvé celui-là là, qui viendrait la voir à tous les jours, qui lui dirait à l'oreille les choses qu'une femme même entendre d'un galant. Hein? On la disait maline, pas bien fine, puis capable de me garder. Hein? Vous le savez sans doute, l'amour d'un fois, ça bouche les yeux. Lui, il a trouvé bien de son goût. Tant et tant, puis tellement qu'un jour, il a fait la grande demande, elle a dit oui, puis ils se sont mariés tous les deux, puis ils sont allés vivre dans la maison où Joseph avait grandi avec sa sœur Marie, puis ça va bien au début. Mais vous comprendrez, vous qui m'écoutez, que Joseph, il n'a pas couru dire à Marie, sa sœur, qu'il s'était marié. Il n'était pas tranquille avec la promesse qu'il avait faite sur le lit de mort de sa mère. Puis, bizarrement, il n'a pas dit non plus à sa femme qu'il avait une sœur dans le bois. Mais à tous les jours, il partait avec son sac de provisions, portait ça à l'ermitage, puis la Rougette, elle n'aimait pas bien ça. Tu sais que tu t'en vas avec ça, ce sac-là. « Ah, j'ai mes petites affaires à faire, fais-toi-en pas, ma femme, je vais revenir l'après-midi. » Il revenait tous les jours à la même heure. Puis un beau jour, il revient. Il rentre dans sa maison, puis sa femme l'attendait. « Mon Dieu, qu'est-ce que t'as? T'as donc bien l'air bête. »
c'est qui cette femme-là? Hein? De qui tu parles, là? De quoi tu parles, là? C'est qui la femme que tu vas voir dans le bois? Ben, je ne vais pas voir de femme. C'est qui la femme que tu vas voir dans le bois? Ben, c'est ma sœur. Ta sœur. Tu ne m'as jamais dit que tu avais une sœur? Écoute, la Rougette, je vais t'expliquer, là. C'est son secret à elle, c'est sa demande à elle. Elle vit comme d'une petite chapelle, puis elle a pris son bon Dieu. Oh, une sainte en plus. Écoute-moi bien, mon mari. La femme que tu vas voir dans le bois, là, c'est pas ta sœur, c'est ta blonde, ça. Est-ce que tu m'aimes? Bien, la Rougette, je t'ai mariée, je t'aime. Bien, tu vas me le prouver. Tu vas retourner la voir, tu m'en débarrasseras, tu me ramèneras une preuve de ce que tu auras fait, sinon, gare à toi, je m'en occuperai moi-même, puis tu ne me reverras jamais. Joseph s'est enfermé dans le silence pendant 7 jours. Puis au bout de ces 7 jours-là, il a pris sa hache, puis il a pogné le bord du bois. Il est arrivé à l'ermitage, Marie l'attendait, comme de raison. « Joseph, mon frère, j'ai faim. Ça fait des jours que je n'ai pas mangé. Qu'est-ce que tu faisais? » « Joseph, tu as donc bien l'air jongleur. Qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas le même d'habitude? » « Écoute-moi, Marie. Il faut que je te dise que je me suis marié avec une femme jalouse. Elle ne veut pas croire que tu es ma sœur que je viens voir dans la forêt. Elle m'a demandé de... Fais donc une prière, là. Marie s'est agenouillée pour faire une prière. Elle a joint les mains. Puis Joseph, les larmes aux yeux, mais le cœur dur, a frappé avec sa hache. Pas pour la tuer, mais si fort que les 2 mains de Marie ont décollé pour tomber sur le plancher. Lui, il les a ramassés, il les a mis dans un sac pour les ramener à sa femme. Puis en sortant de la cabane, il a marché sur une épine qu'il avait à terre, qui est rentrée dans le talon. Ça lui a fait mal, ça lui a élancé jusqu'au cœur. Puis Marie, qui était dans un coin, qui pleurait, qui voyait tout ça, elle a dit « Joseph, Joseph, mon frère, il n'y a jamais eu de ronces, il n'y a jamais eu d'épines autour de ma cabane. Regarde qu'est-ce que tu as fait. Tu m'as rendu manchotte. » Bien, je te prédis une chose aujourd'hui. Je te prédis que l'épine dans ton pied, je l'enlèverai un jour avec mes mains. Joseph s'est retourné chez eux en boitant, en se tenant en jambes, en se lamentant à tous les saints du ciel, puis surtout en laissant sa sœur Marie manchotte baigner dans ses larmes, puis dans son sang. Il est arrivé à la maison, il a montré les 2 mains qu'il avait dans le sac. Et puis, l'épine dans le pied, là, la Rougette a essayé d'enlever ça de toutes les manières possibles. Puis, il n'y arrivait pas. Les docteurs sont venus, les meilleurs du royaume. Puis, le soir venu, écoutez bien ça, le soir venu, au moment même où les mains de Marie achevaient de se consumer dans la cheminée de la maison, il y a une petite tige minuscule, à peine visible, qui est apparu sur le bout de cette épine-là. L'autre bord de la forêt. 20 000 plus loin, il y avait un grand château qui était habité par un prince qui s'appelait Albert. Puis Albert, lui, il aimait la chasse. La chasse, quand ça appelle son homme, il n'y a rien comme ça. Puis lui, dans ce temps-là, les princes, ça chassait avec des chevaux et des chiens, justement. Il venait de s'acheter une belle grosse meute de chiens, puis il voulait les essayer pour voir s'ils étaient tels qu'ils avaient payés. Alors, il s'en va avec ses chiens puis ses chevaux, son cheval, puis là, il s'enfonce dans le bois, puis d'un coup, il arrive dans un désert, les chiens... Ça part de tous bords, tous côtés. Là, il les appelle, il les siffle, il essaye quelque chose, mais bon, il suit les jappes, puis ça le mène jusque devant une grande montagne noire. Il y avait un vieux chicot d'arbre tout pourri. Les chiens tournaient autour sans oser entrer. Albert est arrivé avec son cheval, il est descendu,
Et puis là, il a regardé, il y avait une ombre devant lui. Il a pris son fusil, il est venu pour tirer. Tu sais pas, toi, une bête, un ours. Non, 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 s'il vous plaît, monsieur. Il a craqué une allumette. Elle était belle comme une aurore, cette fille-là. Mais vous auriez dû la voir. Ses vêtements étaient tout déchiquetés. Elle avait les deux poignets enrobés avec du feuillage comme elle avait pu. Mon Dieu, ma pauvre enfant, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je vivais dans une cabane que mon frère m'a construite. Puis un jour, je suis sorti. J'aurais pas dû. Je me suis perdu, me suis écarté, les loups m'ont encerclé, m'ont attaqué, m'ont dévoré les mains. Une chance que j'ai trouvé cette place-ci, le bon Dieu a été bon. Alors là, Albert, il a dit, viens-t'en. Il a lancé son manteau, il a enveloppé Marie, il l'a posé sur son cheval, il l'a ramené à son château. Il est arrivé, il l'a soigné comme il a pu, il a donné à manger, si bien qu'au bout d'une couple de jours, elle allait mieux, ses couleurs revenaient, et puis, pas besoin de vous le dire, vous en doutez, l'amour a fait son chemin entre deux, tranquillement, dans un château. Ah oui, un château pas ordinaire, parce que je ne vous l'ai pas compté. Ce château-là, il était bâti par-dessus une rivière. De la belle eau claire, on voyait à travers comme du cristal sur toute la longueur. Donc, ça veut dire que la rivière passait dans la cave du château, où il y avait une espèce de manière de pont pour l'enjamber. Puis dans les grosses chaleurs de juillet, dans les grosses canicules, il faisait bon se promener sur ce pont-là, ça amenait de la fraîche. Puis Albert et Marie en profitaient souvent. Ils étaient tellement bien, tellement heureux, tous les deux ensemble. Mais un qui était moins bien, là, c'était Joseph, le frère de Marie. Retournons donc le voir, rien qu'un peu. Lui, il était confiné dans sa chambre, malade sans bon sens, il souffrait le martyre, et puis il se lamentait jour et nuit. Puis vous vous souvenez, la petite épine, là? Bien ça profitait dans son pied, en mal, puis en regret, en peine, puis en remords, jusqu'à devenir un vrai petit arbre de la douleur, avec des branches, des bourgeons, puis des feuilles. Ça y faisait souffrir le martyr. Puis il appelait toujours dans ce temps-là sa sœur Marie à grand délire de cris, mais Marie, bien loin qu'elle était pour l'entendre, puis bien occupée qu'elle était pour l'entendre, à visiter un grand château. C'est grand, ces châteaux-là, savez-vous? Hein? À force de visiter une chambre puis une autre, qu'est-ce qu'elle a fini par trouver, elle? Un beau petit bébé. Un petit garçon avec une étoile d'or sur le front, comme pour les enfants des princes et des princesses dans les contes. Pas besoin de vous dire que le prince Albert et Marie aimaient cet enfant-là quelque chose d'effrayant. Puis, dans les contes, là, les enfants, ça marche de bonheur. Déjà rendu ça d'eau, puis ça court partout, puis il faut surveiller, hein? Surtout quand Albert part pour ses voyages de chasse, parce que lui, il n'a pas changé, hein? Alors, elle est devant un châssis, puis elle le regarde s'en aller dans un nuage de poussière. Elle se revire de bord. Ben voyons, le petit, il était là. Elle monte un escalier, elle ne voit pas, elle ne trouve pas, elle descend. Lorsque tout d'un coup, elle se dit, mon Dieu, la cave, la passerelle, le pont. Elle arrive juste à temps pour voir le petit garçon perdre l'équilibre puis tomber dans le grand torrent qui l'entraîne. Alors, elle lève les deux bras au ciel puis elle dit, « Doux Jésus, mon enfant, bonne Sainte Vierge, aidez-moi. » Elle saute dans l'eau, et puis le ressac l'emmène elle aussi. Puis au moment où elle vient pour perdre son respire puis se noyer, elle ramène ses deux bras de l'écume, puis qu'est-ce qu'elle voit apparaître au bout de ses poignets? Deux mains pour sauver son petit. Elle prend dans l'eau furieuse, le ramener contre elle, puis elle essaye de se débattre comme elle peut, puis elle rouvre les yeux, elle est dans sa chambre, elle est étendue sur le grand lit avec le petit garçon à côté, puis Albert qui pleurait de joie pour le miracle qui était arrivé, parce que son amour, Marie la Manchotte,
elle était guérie. Un miracle. Et c'est là qu'elle a pensé à son frère Joseph. Albert, mon prince, je ne t'ai pas parlé ben de ma petite enfance. Bon, je t'ai dit que j'avais un frère qui m'avait construit une cabane dans le bois. Ça fait longtemps de ça. Ah, les dernières nouvelles que j'ai eues de lui n'étaient pas bien bonnes. Ça avait l'air qu'il était bien malade. Il serait peut-être content que je le visite, puis moi, ça ferait mon affaire d'aller le voir. Bien, on peut y aller demain si tu veux, ma belle. Oh, mon prince, tu me ferais plaisir. Le lendemain, ça n'a pas manqué. Ils ont attelé la jument sur la carriole, puis ils sont partis tous les trois. Albert, Marie, puis l'enfant. Pas besoin de vous dire qu'en approchant du village, bien, dans sa poitrine, Marie, son petit cœur, il battait fort. Encore plus fort quand ils ont pris un petit rang qu'elle connaissait bien. Encore plus vite quand ils sont arrêtés devant une maison qu'elle connaissait bien. Parce que c'était la maison où elle était née. Hey, je ne suis pas ici là, pour vous conter des histoires. Il y avait un arbre d'à peu près 50 pieds qui sortait par la toiture de la maison. Albert est allé frapper à la porte, ça a ouvert pas plus grand que ça. Qu'est-ce que vous voulez, vous? On est venu visiter quelqu'un qui vit ici, qui serait malade. Personne de malade ici. Allez-vous-en. Puis là, la rougette, elle regarde cet homme-là qui se tient devant elle. C'est pas n'importe qui. C'est un prince. Ça paraît, la manière qui est habillée. Pourquoi vous me dites ça, vous? Bien, parce que j'y emmène sa sœur. Sa sœur. Il n'y en a pas de sœur. Il n'y en a jamais eu de sœur. Écoutez-moi bien, vous. Je vous trouve bien richement vêtu pour traîner par ici. Vous ne savez pas ce que c'est, vous, la misère. Vous ne savez pas ce que c'est de s'occuper d'un moribond à longueur de jour avec rien à manger. Hein? Bon, ça vous amuse? Ça vous change de votre vie de tous les jours? Allez-y le voir. Je pense que vous ne resterez pas bien longtemps. Ils sont rentrés tous les trois jusqu'à la chambre de Joseph qu'ils ont trouvé à l'agonie, à l'article de la mort. Il était rendu maigre, la peau puis les os, la mousse couvrait son visage, puis de son pied, puis d'un pansement mal fait, puis pourri, sortait une vieille branche qui tournoyait partout dans la chambre jusqu'à sortir par un trou du plafond. T'as pas beau à voir. Ça sentait pas bien bon. Mon Dieu, monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé pour l'amour? Ça, c'est une épine qui s'est plantée dans mon pied, puis qui me rappelle le mal que j'ai fait. On peut-tu faire quelque chose pour vous soulager, vous aider? Priez donc le bon Dieu qui vienne me chercher au plus sacrant. Oui, ça me ferait plaisir. Marie, qui était dans un coin de la chambre, elle s'est approchée doucement. Elle est sortie de son ombre jusqu'au pied du lit de son frère, a commencé à dérouler le pansement. Lui, il la regardait. Puis à un moment donné, il a dit, « Mon Dieu, madame, vous ressemblez donc à ma mère. Quand j'étais petit, j'avais une mère qui nous contait des contes à moi et à ma sœur Marie. C'était le beau temps dans ce temps-là. C'est fini, ça. C'est tout fini. N'empêche que je ne sais pas tout ce que je donnerais pour entendre un beau conte comme dans ce temps-là où tout allait bien. Puis elle, de lui répondre, c'est drôle, monsieur, parce que moi aussi, quand j'étais petite, j'avais une mère qui nous contait des contes à moi puis à mon frère. Mais je n'ai pas la mémoire des contes. Je ne me souviens plus de ce qu'elle racontait vraiment, mais si ça peut vous faire plaisir, je peux peut-être vous conter quelque chose, je ne sais pas, moi, n'importe quoi. Oh, il dit oui. Contez-moi une histoire, s'il vous plaît. Puis elle s'est mise à lui raconter. Lui raconter la seule histoire qu'elle pouvait lui raconter. Elle s'est mise à lui raconter son histoire à elle. Celle-là même que je suis en train de vous faire.
Puis tout au long du récit des souffrances, puis des joies aussi quand même, de Marie la Manchotte, la fille aux mains coupées. L'arbre si haut qui sortait de la maison s'est mis à raccourcir, rétrécir, tournoyer dans le champ, puis danser jusqu'à devenir une simple épine dans le pied de Joseph qu'elle a enlevé avec ses mains. Lui l'a reconnu, puis il est mort, l'âme en paix, avec son pardon, puis un oiseau qui est sorti de la maison. Albert, Marie puis l'enfant ont sorti à leur tour, puis la rougette s'est embarrée, barricadé les portes puis les fenêtres avec de la nourriture pour 1 an et 1 jour. Bien, laissez-moi vous dire une affaire, ça fait pas mal longtemps qu'on compte ce conte-là dans nos campagnes. Je pense qu'il ne reste pas grand-chose à manger. Eux autres sont retournés dans leur château. Mais bon, Albert, la vie de château, c'était pas pour lui. Lui, c'était la chasse. Vous savez, quand la chasse appelle son homme. Alors, le château, ils l'ont vendu à l'encan, Madame Chose, puis avec l'argent ramassé, ils sont achetés un beau petit chac dans le bout de Saint-Colomban. Je suis passé par là il y a à peu près 3 semaines avec ma ronde de lait. J'ai compté pas moins de 88 garçons, 66 filles à la galerie qui m'envoyaient à la main de même, là. Je suis venu pour prendre la plus petite sur mes genoux puis il contait une histoire, mais savez-vous que sa mère a tout un caractère? Ah non, elle ne m'a pas laissé faire. Elle m'a sacré un grand coup de pied au derrière puis elle m'a dit « Va à Saint-Jean, leur conter ces menteries-là, puis mon histoire finie. » Dans par là. J'aimerais être à vos côtés, vous qui êtes derrière la caméra, pour entendre comment vous avez vécu l'histoire de Michel. Pour moi, personnellement, cette histoire que j'ai entendue littéralement des douzaines de fois, elle continue à me faire frissonner chaque fois que je l'entends. Souvent, à la fin d'un conte, il y a un petit moment de silence où est-ce qu'on intègre les images du conte à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pour vous dire aussi que nous, les conteurs, les conteuses, on aime être en personne pour cette raison-là. Parce qu'il se passe quelque chose de magique dans une présence physique qui est plus difficile à vivre virtuellement. Mais ce n'est pas grave, on fait ce qu'on fait. On le fait et on le fait avec plaisir. Mais j'espère qu'un jour, vous aurez l'occasion aussi d'être dans une salle, dans une pièce avec Michel, puis d'entendre ses histoires. Michel, je pourrais te parler très longtemps, tu le sais, là, on pourrait parler 2-3 heures, toi et moi, de contes, là, mais on ne peut pas. Mais je voudrais te poser quelques questions. Et la première que je voudrais te poser, c'est toi, tu étais un jeune qui aimait le punk. Hein, c'est ça, hein? Tu aimais la musique punk. Oui, toutes sortes de choses, dont le punk. Le punk. Comment est-ce qu'un jeune qui aime la musique moderne est venu à s'intéresser aux contes? Raconte-nous, parce que je sais que c'est une histoire qui est très intéressante. Comment es-tu arrivé aux contes? Étrangement, j'écoutais en même temps. Bien, moi, j'ai 62 ans, j'ai l'âge des premiers punks, qui sont un peu plus vieux que moi, généralement. Là. Donc, on parle des fins des années 70, et puis, etc. Mais j'écoutais aussi du Malicorne, un groupe français de musique traditionnelle, qui allait beaucoup dans le légendaire, qui allait dans des mondes obscurs un peu. Et puis, le punk, c'est pas monolithique. Il y a toutes sortes de familles là-dedans. Il y a eu des mouvements où les gens parlaient de leurs émotions. Il y avait des mouvements très anarchistes. Puis il y a eu aussi, au début des années 80, une espèce de tendance qui était pré-gothique avec des groupes comme Sisters of Mercy et surtout, moi, c'était Bauhaus. Et Bauhaus entrait dans l'univers caverneux et étrange des martyrs stigmatisés, des choses comme ça. Puis moi, j'avais grandi à la campagne, dans une maison de cultivateurs, une vieille maison, une grande maison où j'étais né, où on était tous nés et où plusieurs personnes étaient mortes aussi. Et il y avait des greniers, puis j'ouvrais les portes des greniers, puis il y avait des odeurs, puis personne n'allait jamais là. Puis c'était plein d'objets. Et puis, il y avait des odeurs, il y avait une noirceur, puis j'avais peur d'aller, mais en même temps, ça m'attirait à mort. Alors, pour moi, je trouvais peut-être dans le Cold Wave, bon, le Cold Wave, c'était le mouvement punk du début des années 80 dont je vous parle, une espèce de monde de l'autre côté, un monde des esprits, un monde qui parlait de la mort. Alors, moi, les chanteuses que je rencontrais dans mon village, Marie-Rose d'Amour, j'en ai connu d'autres plus tard, chantaient des complaintes qui parlaient de la mort, qui parlaient des miracles, qui parlaient de l'au-delà.
Et tout d'un coup, ben il y avait ça, un peu que je chantais dans les greniers, puis il y avait ça que je chantais dans ce mouvement musical-là, et qui me plaisait. Puis il y avait une gravité, parce que je trouve que c'est beau le folklore qui est festif, qui est joyeux, mais c'est beau aussi le folklore qui est empreint de mystère. Et moi, je trouvais qu'il y avait un bel amalgame entre les deux. Alors, le conte, pour moi, ça allait avec les complaintes que j'entendais des vieilles chanteuses comme Marie-Rose d'Amour. Mais je trouvais d'abord seulement les contes dans les livres, aux éditions 15 à l'époque. C'était merveilleux. Et puis, je me disais, si je pouvais donc rencontrer un homme ou une femme qui a appris de son père ou de sa mère des anciens contes, parce que pour moi, c'était un voyage dans l'onirisme, dans des rêves perpétués, parce qu'on parle de l'oralité, de ce qu'on entend et ce qu'on perpétue. Mais pour moi, il y a beaucoup de rêves là-dedans. Des fois, les rêves, ils nous enseignent des choses, puis ils se mêlent avec qu'est-ce qu'on sait puis qu'est-ce qu'on raconte. Alors moi, c'était cette espèce de grand melting pot-là qui m'a allumé. Et tu as eu la chance de rencontrer un conteur en vrai qui transmettait, qui avait des histoires. Peux-tu nous parler brièvement de ça, de ce moment? Oui. Le premier conteur que j'ai vu sur une scène, en vivant, c'était une conteuse, c'était Maria Fradette. J'avais 19 ans peut-être, je ne sais pas, 20 ans. Puis je me suis retrouvé, je me souviens plus qu'est-ce que je faisais là, à la fête pour la retraite de Luc Lacourcière, qui était bien sûr là. Puis Luc Lacourcière avait invité des personnes qui avaient collecté au cours de sa vie, dont Maria Fradette qui avait compté l'argent de mon cochon. Moi, j'ai reçu ça, c'était comme une claque. J'étais ravi. Et plusieurs années plus tard, je faisais une recherche sur, je m'enfoncerai pas là-dedans, mais sur un personnage méconnu et obscur de l'histoire du Québec. Et je rencontrais des professeurs à l'Université Laval, dont une qui s'appelle Lucille Guilbert, avec qui j'ai été très ami. Et un jour, elle m'a dit, « Écoute, Michel, il faut que je te fasse rencontrer quelqu'un. » Et ce quelqu'un-là vivait à Saint-Raphaël-de-Bellechasse. Il s'appelait Ernest Fradette. Alors, moi, j'avais comme 29 ans. Ernest avait 69 ans. Et elle m'a amené. Et puis, Ernest puis moi, ça a cliqué de même. Ernest était le frère de Maria. Alors, ces gens-là, c'est une famille de 10 enfants. Et le père, Clophas, était un conteur qui avait été collecté par l'ethnologue Luc Lacourcière en 1953. La mère était une conteuse. Alors, eux autres, ils sont vraiment tombés dedans quand ils étaient petits. Et c'était difficile, même déjà à cette époque-là, de trouver du monde qui venait de la tradition orale puis qui continuait ça. Alors, Ernest puis moi, comme je dis, ça a cliqué. On s'est beaucoup aimés tout de suite. Et j'allais le voir à peu près tous les 2-3 mois. Il me gardait 2-3 jours, puis j'étais gâté. Il me faisait manger du gibier. Et on faisait la tournée de ses sœurs, frères et sœurs encore vivants. Il y en avait plusieurs à l'époque. Et puis, il contait des contes. Alors c'était fantastique. On a même fait des spectacles ensemble. Je ne conduisais pas, moi, dans le temps. J'allais le voir en autobus. C'était super compliqué. Mais on venait des fois dans des maisons de la culture à Montréal. Lui conduisait. Puis moi, dans ces soirées-là, on a fait plusieurs fois La Petite Patrie, entre autres. Moi, je chantais des chansons, puis lui contait des contes. Alors, on a développé un grand lien, et pour moi, c'était un privilège sans nom de pouvoir côtoyer une vraie personne d'un répertoire de contes merveilleux qui venait de la famille. Mm. Dernière question pour toi, Michel, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses que le conte, parce qu'on a beaucoup d'art à grand déploiement maintenant, on peut aller voir de la réalité virtuelle, on peut vivre des expériences extraordinaires. Qu'est-ce que tu penses que le conte dans sa forme la plus pure, si tu veux. Ce qu'on a vu aujourd'hui, quelqu'un qui est assis sur une chaise, tu es assis sur une chaise, tu racontes, on n'a pas d'effet visuel, on a très peu. Qu'est-ce que tu penses que cela peut apporter en 2022? Quelle pourrait être encore aujourd'hui la place de cet art-là? Bien, pour moi, c'est
magnificence de quelque chose qui a l'air minuscule. De quelle manière, je disais tout à l'heure en introduction à La fille aux mains coupées, un conte sans âge est à la fois vieux comme le monde. À un moment donné, l'âge n'existe plus. À un moment donné, les images n'existent plus. Enfin, elles appartiennent à ceux qui écoutent. Et moi, pour moi, il y a une grandeur là-dedans qui ne peut pas être égalée nécessairement par un paquet d'effets. Mais bon, j'ai vu, par exemple, le projet Anderson de Robert Lepage, où il fait un spectacle autour du conteur littéraire danois, n'est-ce Oui. pas? Anderson, j'ai aimé ça. Moi, j'adore Robert Lepage, que je considère comme un grand conteur. Mais voyez-vous, moi, je pense que le conte, dans sa plus pure expression, bien, il nous aide, il permet, avec presque rien, à ouvrir les portes des greniers, où il y a cette odeur, où il y a cette noirceur, ou cette lumière blafarde et aveuglante, cette peur d'entrer, puis ce désir de voyager. Alors, moi, je pense que il n'y a rien qui ressemble à ça. Je ne dis pas que c'est mieux que... Il n'y a rien qui ressemble à ça. C'est quelque chose à part entière qui est différent. Et moi, je pense que si ça existait depuis des milliers d'années, c'est pour des raisons. Et puis, je ne pense pas nécessairement que le monde actuel a besoin de se passer de quelque chose comme ça, qui est aussi riche, qui est aussi beau. Il y a la grande romancière américaine Ursula Le Guin qui a dit une fois qu'il y a des sociétés qui n'ont jamais eu la roue, mais qu'il n'y a aucune société qui n'a jamais eu le conte. Les contes, c'est vraiment quelque chose d'universel qu'on retrouve à travers toutes les sociétés du monde. Et Michel Faubert, tu as dit une fois, pour finir, un conte, 1000 vies. C'est bien toi qui as dit ça? Je me souviens pas. Peut-être. Je pense que c'est toi. Si je t'ai dit ça, un conte, 1000 vies, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? 1000 antennes. 1000 antennes, 1000 vibrations, et bien plus que 1000. Un conte 1000 vies, c'est l'idée d'histoires millénaires qui passent à travers le vécu, l'émotion des gens. Les gens racontent l'histoire avec ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été. Moi, ce qui me fascinait, en quelque part, c'est que quand j'allais chez Ernest, j'écoutais les contes, puis je me disais, bon, bien, le petit Ernest, quand il avait 8 ans, il écoutait cette histoire-là, et puis, bon, ça l'amusait, etc. Quand il a eu 15 ans, l'adolescent qui écoute le même conte, parce que les gens écoutaient les mêmes contes pendant toute leur vie, l'adolescent, dans beaucoup d'histoires, c'est « Garde, toi, le jeune, là. Hein? Tu te penses bien fin, là, mais regarde, mange des croûtes, puis tu verras bien, parce que, regarde, tu penses que tu vas être capable de faire ça, alors qu'il y a des princes puis des barons qui ne sont pas capables de le faire? » Alors là, tout d'un coup, l'ado, il écoute. Puis plus tard, quand tu es toi-même parent, tu écoutes l'histoire, et puis t'en tires d'autres... J'aime pas dire le mot leçon, mais t'en tires d'autres enseignements, d'autres images, jusqu'à la fin de tes jours. Et moi, pour moi, 1000 vies, il y a 1000 vies à l'intérieur d'une seule personne. Et puis, il y a 1000 vies à travers, il y a 100 000 vies, il y a 100 millions de vies à travers les antennes de tous les gens qui ont entendu ces histoires-là et qui les ont nourries, même s'ils n'ont pas changé tant que ça, qui les ont nourries de leurs émotions, de leur joie, de leurs pleurs. Pour moi, il y a quelque chose là. En une heure, on survole. Il y a tellement plus de choses dont on pourrait discuter, dont on pourrait parler. J'espère que vous viendrez aux événements contes qui sont présentés par la SPEC. Je n'ai pas parlé aujourd'hui tellement du conte contemporain tel qu'il se manifeste aujourd'hui au Québec. J'aurais encore beaucoup de choses à vous raconter. Il y a des gens qui font des récits de vie, il y a des gens qui écrivent leurs propres histoires, il y a des interprétations contemporaines de contes anciens, mais je tenais quand même à commencer au commencement.
je tenais à commencer à la racine de cet art auquel je crois tellement et que j'aime tellement parce que je pense qu'il peut être un remède. Je pense que ça peut être un baume. Je pense que le conte peut être un baume pour nos maux contemporains. Alors j'espère que j'ai réussi à susciter votre curiosité. J'espère que vous aurez envie de venir voir les spectacles ici. J'espère que vous viendrez à d'autres événements contes et on pourra continuer à en parler parce qu'il y a encore beaucoup de choses dont on pourrait parler. Je voudrais simplement finir en disant que les contes sont des bijoux du patrimoine immatériel. Nous avons reçu un patrimoine immatériel qui est d'une valeur infinie. Et le travail des conteurs et conteuses est de ramener ce patrimoine pour chaque nouvelle génération. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, merci d'être là et à une prochaine fois peut-être.